Chers étudiants, bonjour. Nous nous retrouvons encore une fois ce matin pour toujours continuer à discuter, à parler, à nous entretenir autour du cours de droit commercial 1. Aujourd'hui, nous allons parler de la séquence 2 portant sur les actes de commerce par la forme. Vous devez vous rappeler que dans la séquence 1, nous avons commencé l'étude des actes de commerce et qu'à l'issue de l'étude de cette séquence première, nous avons parlé des actes de commerce par nature. Aujourd'hui alors, comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler des actes de commerce par la forme. Nous sommes toujours dans les dispositions de l'article 3 et 4 de l'acte uniforme portant droit commercial général. Au terme de l'article 4 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général, il y a certains documents, certains papiers, certains actes qui normalement relèvent du monde des affaires, qui normalement ne doit être utilisé que par des personnes qui ont la qualité de commerçants. Ces documents sont entre autres la lettre de change, le billet à ordre et le warrant. Pour ces trois documents, n'importe qui signerait l'un de ces documents, cette personne en ce moment précis serait soumise aux règles de droit commercial. D'où par conséquent, la personne serait considérée en ce moment très précis comme un commerçant, puisqu'il aurait pris le risque de signer un document qui normalement relèverait de la qualité de commerçant. En ce qui concerne ces trois documents, prenons le premier document qui est la lettre de change. Du point de vue de la définition, la lettre de change est un titre par lequel une personne appelée tireur donne l'ordre à une autre personne appelée tiré de payer une somme déterminée à une échéance déterminée à une troisième personne appelée bénéficiaire. Vous comprendrez aisément que dans le mécanisme de la lettre d'échange, et très généralement, il faut l'intervention de trois personnes. Le tireur, qui est le créancier du tiré, lequel décide de transférer cette créance entre les mains d'une autre personne qui est le bénéficiaire, qui aussi peut être, je dis bien peut être aussi, le créancier du tireur. Le mécanisme de la lettre d'échange remonte à l'Antiquité romaine et l'étude détaillée de la lettre d'échange ferait l'objet d'un autre cours au niveau de la licence 3. Ce cours est intitulé le cours de droit commercial 3. À ce niveau, nous devons nous contenter simplement de savoir qu'un commerçant qui serait en situation de créancier, donc à qui quelqu'un doit de l'argent, dans le cadre de la mobilisation de sa créance, avant que l'échéance n'arrive, la loi lui donne la possibilité d'élaborer une lettre d'échange, de créer une lettre d'échange qu'il tire sur son débiteur et qu'il a également la possibilité de faire escompter cette lettre d'échange auprès d'un établissement bancaire. Cela lui permettrait rapidement d'avoir sa créance alors que l'échéance n'est pas arrivée et d'effectuer des opérations urgentes lui concernant. Le mécanisme de la lettre d'échange a résisté au temps. Et comme je le disais, dans le cours de droit commercial 3 en licence 3 au premier semestre, vous verrez de long en large plusieurs séquences portant sur la lettre de change. Nous sommes au niveau des actes de commerce par la forme. Retenez tout simplement que quiconque signerait une lettre d'échange en ce moment précis, il est considéré comme un commerçant. Même un étudiant qui élaborerait une lettre d'échange et qui le signerait en tant que tireur, il fait un acte de commerce.
en ce moment précis, pour tous les litiges, pour tout contentieux relatif à cette lettre d'échange, relatif à cette situation juridique, l'on ferait application des règles de droit commercial, puisque c'est un acte de commerce par la forme. Après la lettre d'échange, le deuxième document consacré par l'acte uniforme en son article 4, c'est le billet à ordre. Du point de vue de la définition, le billet à ordre est un titre par lequel une personne appelée souscripteur s'engage ou promet de payer une somme déterminée à une échéance déterminée à une deuxième personne appelée bénéficiaire. Contrairement à la lettre d'échange, vous comprenez aisément que dans le mécanisme du billet à ordre, il y a deux personnes, le souscripteur d'un côté et le bénéficiaire de l'autre côté. Pour le cas particulier du billet à ordre, le souscripteur a les deux qualités. Il a en même temps la qualité de tireur parce que c'est lui qui conçoit la lettre d'échange, parce que c'est lui qui signe le billet à ordre. Il a également la qualité de tirer parce que c'est à lui qu'incombe le paiement final du billet à ordre. Tout comme au niveau de la lettre d'échange, en licence 3, dans le cours de droit commercial 3, vous verrez de long en large le régime juridique du billet à ordre avec toutes les formes de circulation possibles. Retenons-nous ici, pour ce qui nous concerne précisément, que toute personne qui signerait un billet à ordre fait un acte de commerce par la forme, d'où par conséquent, elle est soumise aux règles de droit commercial. D'où par conséquent, tout litige qui résulterait de cette relation, qui résulterait de cette situation juridique, doit être soumis aux règles de droit commercial. Le troisième document consacré par l'article 4 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général, c'est le warrant. Par définition, le warrant est un acte établi par un commerçant sur lequel il répertoire toute la marchandise susceptible d'être mise sous forme de gage. Le warrant alors est le fait pour un commerçant d'émettre des marchandises en gage, mais ce gage est représenté sur un document qu'on appelle le warrant. Pour être plus simple, Monsieur Ban voudrait mettre les marchandises qui sont dans sa boutique en garantie auprès d'un établissement bancaire pour avoir un crédit. Il répertoire les marchandises sur un document, il le signe et il le met auprès de l'établissement bancaire sous forme de garantie. Le fait alors pour Monsieur Ban de mettre ses marchandises, de lister ses marchandises sur une feuille, de les signer, on dira alors qu'il a établi un warrant. Vous avez deux types de warrants. Il y a le warrant sans dépossession, mais il y a aussi le warrant avec dépossession. Qu'est-ce que le warrant sans dépossession? Le warrant sans dépossession consiste pour le commerçant de lister les marchandises qu'il veut mettre en garantie, de les déposer auprès d'un établissement bancaire pour avoir un financement, mais tout en ayant la possibilité de continuer son activité commerciale. Il a seulement l'obligation de remplacer les marchandises qui seront achetées au fur et à mesure, mais de prendre le bénéfice qui en résulterait. Le warrant avec dépossession, il est tout à fait le contraire du premier warrant qui est le warrant sans dépossession. Là, cette fois-ci, le commerçant qui aurait listé des marchandises sur une feuille et qu'il signerait, lorsqu'il le dépose auprès de la banque et que la banque l'octroie le crédit voulu, ce commerçant n'a plus la possibilité de faire son activité commerciale jusqu'à ce que le banquier soit désintéressé. Ce qui est une limite, ce qui est un peu un frein à la continuité de l'activité commerciale. Après l'étude des actes de commerce par la forme, nous allons voir les actes de commerce par accessoire. Les actes de commerce par accessoire, ce sont des actes qui normalement ne sont pas des actes commerciaux, mais qui deviennent des actes commerciaux par le fait que le principal est un acte commercial. Il s'agit du principe général en droit qui dit que l'accessoire suit le principal. L'accessoire devient ce que le principal est
Le principal, c'est le principal qui commande à l'accessoire. À titre d'exemple, un commerçant qui conclurait un contrat de bail pour faire habiter sa famille, ce contrat de bail conclu est un acte civil. Ce n'est pas un acte de commerce, même si celui qui a conclu le contrat est un commerçant. Maintenant, si ce commerçant conclut ce contrat de bail pour faire loger sa famille, dans le but d'exercer son activité commerciale à côté de lui, dans ce cas, l'on pourrait dire que cette activité civile, ce contrat civil devient un contrat commercial, puisque ce commerçant, s'il n'était pas en activité commerciale à cet endroit, il ne conclurait pas ce contrat de bail pour faire habiter sa famille à côté du lieu de l'exercice de son activité. Donc, retenons tout simplement et en résumé qu'un acte de commerce par accessoire est un acte qui normalement n'est pas commercial, mais qui devient commercial à cause du fait que le principal, ce pourquoi il a été fait, est un acte de commerce. Pour terminer avec les actes de commerce, nous allons parler des actes de commerce mixtes. Il y a acte de commerce mixte lorsque dans une relation commerciale, il y a un professionnel et un non professionnel qui sont en relation commerciale. Alors, la mixité résulterait de quoi? La mixité résulterait du fait que le non-commerçant se verrait appliquer les règles de droit non commercial et le commerçant se verrait appliquer les règles de droit commercial. Chers apprenants, voilà ce qu'il fallait retenir du point de vue de l'acte uniforme relatif au droit commercial général portant sur les actes de commerce. Nous avons alors vu dans cette séquence les actes de commerce par la forme, les actes de commerce par accessoire et les actes de commerce mixtes. Et il se trouverait que dans la séquence première, l'on avait déjà vu les actes de commerce par nature. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Je suis à vous pour toutes les questions via la plateforme Axel. Bon courage et bonne lecture.